Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de broscience ou de philosophie de bistrot qui est souvent bien meilleure que la philosophie de salon. Alors en vérité, je vous fais une petite vidéo scientifique, mais pas de la science d'académie, plutôt de la science d'observation. Je vais partir dans une tentative d'explication sur le fait que l'on retrouve toujours chez les jeunes gens qui gagnent les Olympiades de mathématiques les mêmes caractéristiques physiques et sûrement biologiques. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est toujours le même type d'individu qui va gagner dans ces Olympiades de mathématiques. Alors les Olympiades de mathématiques, la plus connue, elle a commencé en 59, je crois qu'elle avait commencé en Roumanie, et ça oppose des équipes d'étudiants du monde entier qui viennent résoudre des théorèmes, résoudre des problèmes mathématiques et qui s'affrontent pour voir quel pays est le meilleur. Alors, il faut faire très attention à ne pas confondre les jeunes qui sont capables de résoudre des problèmes mathématiques et les gens qui sont capables de faire des découvertes mathématiques. Et si les gens qui font des découvertes mathématiques sont obligés d'avoir un extrêmement bon niveau en mathématiques, ce n'est pas forcément eux qui vont avoir la capacité d'être des vainqueurs dans des Olympiades de mathématiques. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans les Olympiades de mathématiques, il y a tout le temps les mêmes individus qui gagnent. Et là, actuellement, on peut voir les Asiatiques qui sont en train de gagner, comme il y avait à un certain moment, c'était les pays de l'Est qui gagnaient, avec principalement la Russie qui avait, je crois, le plus de places. Et après, maintenant, c'est détrôné par la Chine, avec aussi quelques équipes américaines. Alors, vous avez tous vu cette image où on voit une équipe américaine qui gagne devant la Chine. Alors, je crois que c'était, je ne me souviens plus de la date, je crois que c'était en 2016. Alors, on montre l'équipe américaine et dans l'équipe américaine, on montre que des Chinois. Alors, en vérité, il n'y avait pas que des Chinois, mais comme c'était les Chinois qui étaient au centre de la photo, les gens ont cru que c'était une équipe d'Américains d'origine de Chine qui avaient gagné devant des Chinois étant restés en Chine. Non, il y avait aussi d'autres personnes. Alors, bien que les Chinois étaient majoritaires, il y avait aussi des Caucasiens, comme on dit, donc des Européens, et quelques femmes. Donc, il n'y avait pas que des Chinois. Mais on peut voir quand même qu'il y a certaines populations qui gagnent. Alors, bien sûr, il y a un côté culturel dans le fait de s'intéresser aux maths et d'être formé aux maths, parce qu'il faut à ce moment-là quand même des universités pour vous suivre et pour vous former. Bien sûr, c'est pour ça qu'on retrouve l'Asie. On retrouve aussi l'Inde et le Pakistan qui ont eu des formations de type anglo-saxonne aussi, qui ont étudié les mathématiques. Et on trouve les Chinois et les Américains et des fois des Européens. Mais globalement, les vainqueurs, c'est essentiellement Chine, Russie, des fois Bulgarie, États-Unis dans les derniers. Et on voit dans les secondes places, pareil, États-Unis, Russie, ça se passe tout le temps avec les mêmes. C'est Corée du Sud, Chine, États-Unis, Russie, Japon, Vietnam, une fois, ils ont eu la deuxième place, je crois. Donc, c'est toujours des mêmes peuples qui gagnent ces Olympiades, et c'est souvent des peuples qui ont des écoles de formation aux maths, mais qui sont aussi issus, comme on peut le voir, de pays qui ont, depuis des millénaires, eu un besoin de gestion agricole, avec des périodes de manque et des périodes d'abondance qui obligeaient les gens à être ingénieux. Par exemple, l'hiver, ça joue énormément pour pouvoir passer la mauvaise saison, calculer, répartir l'énergie. On est tout le temps dans une histoire d'énergie. Il est évident que quand on se retrouve dans des zones équatoriales, le calcul à long terme n'a que peu d'intérêt, pas parce qu'on est bête,
parce qu'on n'a aucun intérêt à dépenser de l'énergie cérébrale dans la réflexion pour trouver des solutions à un manque futur, puisqu'il n'y a pas de manque sous les tropiques. C'est maintenant que l'on doit s'adapter, donc un esprit qui est fait pour observer et s'adapter au jour le jour, qui est une autre forme d'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence supérieure, d'intelligence inférieure. Alors, ce qui est marrant, c'est que on avait une équipe américaine, et je viens vous poser quelques petites questions, qui a gagné. C'est l'équipe américaine qui a gagné en 2016. Alors vous la voyez là, c'est assez marrant à voir. Alors qu'est-ce que vous voyez dans cette équipe, hein? Vous voyez des Chinois, en tout cas des Asiatiques, je ne sais pas s'ils sont de Chine, en tout cas ce sont des Asiatiques, hein. Et puis vous avez une femme et vous avez deux Indiens, je crois que c'était par les noms, c'était des Indiens qui ont une très grande culture aussi mathématique. On voit, il y a des Indiens qui ont fait des grandes découvertes mathématiques. Alors évidemment, ce sont des peuples, l'Europe, l'Inde et l'Inde du Nord, sous l'Himalaya, c'est là où c'est très très peuplé parce qu'il y a l'eau qui coule, il fait froid aussi un peu l'hiver, et ça génère des peuples qui doivent gérer manque, abondance et manque, toujours. C'est toujours ça qui fait qu'il y a des gens qui vont calculer. On en trouve aussi au Moyen-Orient, où il y a une grande culture mathématique. Pourquoi? Parce que l'abondance suivi du manque pour les plantes, hein, puisque là-bas c'est la sécheresse et pas l'hiver, va générer des esprits calculateurs. C'est une forme d'intelligence, bien sûr, mais l'intelligence est multiple. Alors on peut voir que ces individus, hein, je vous les remontre encore, hein, on va les remontrer, hein, mais qu'est-ce qu'ils ont tous de particulier en général? Alors ils ont un point commun. En général, ces jeunes gens qui gagnent les Olympiades, qui ont gagné les Olympiades de mathématiques en 2016, hein, ça vous montre un panel, justement, d'individus qui viennent de régions différentes, ou qui sont bien sûr de sexes différents, hein, puisque nous avons une femme, c'est majoritairement des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes en mathématiques. Ça fait partie des domaines où il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, hein, si vous voyez, dans leur morphologie, dans leur type morphologique, hein, qu'est-ce qui peut transparaître qui fait qu'ils vont être bons en mathématiques? Alors, c'est pas pour ça qu'ils vont être des découvreurs, mais ils vont être bons pour résoudre des problèmes mathématiques quand on leur pose, hein, pas forcément pour innover. L'innovation, c'est quelque chose d'autre en mathématiques ou ailleurs. Alors, quelle est la réponse que l'on peut avoir? En général, je fais de la broscience, mais la broscience peut être intéressante aussi. C'est que nous avons affaire à des gens qui ont un taux de testostérone, hein, on y revient souvent, relativement bas. Alors, est-ce un défaut? Absolument pas, hein, puisque un taux de testo bas va vous permettre d'être un peu plus calme, d'être un peu moins énervé et avoir une capacité, des fois, de concentration sur des longues périodes plus importantes sans avoir cet effet de lassitude que peuvent avoir les gens avec un taux de testostérone plus élevé qui va les obliger à bouger et à passer à l'action. Alors on retrouve évidemment des Asiatiques, hein, qui ne sont pas connus pour avoir un taux de testo haut, hein, et des Indiens. Les Indiens ne sont pas connus non plus pour avoir un taux de testostérone haut, et bien sûr des femmes, hein, qui n'ont pas forcément un taux de testo haut, puisque ce sont des femmes, bien sûr, et qui ont un taux de testostérone bien plus bas que ceux des hommes. Et ce taux de testostérone bas permet justement une capacité de concentration sur des longs moments plus importante qui leur permettra de se poser des questions et de résoudre des problèmes mathématiques en se concentrant plus longtemps que quelqu'un qui va trépigner sur place au bout d'un moment, en avoir marre, se lever et pas pouvoir réussir à finir dans les temps ces problèmes mathématiques. Attention, ça ne veut pas dire qu'un gars qui a un taux de testostérone haut ne va pas être un bon mathématicien, mais dans des structures scolaires où il faut rester longtemps assis, ça va poser des problèmes. Alors, je crois même qu'il y avait des équipes de Russes qui étaient quasiment constituées de femmes. Alors il y a une grande tradition mathématique en Russie. La Russie est un vaste pays qu'il faut gérer, et en plus avec l'hiver, hein, c'est de la bureaucratie russe, hein, comme nous avons de l'administration chinoise qui date d'il y a très 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 longtemps, hein,
avec une capacité de gérer un grand pays avec énormément de peuples, même s'ils sont tous chinois, différents, des langues différentes, et les administrer grâce au mandarinat, par exemple, qui étaient des écoles d'administration extrêmement complexes, où on apprenait la langue logographique chinoise, avec des idéogrammes, mais aussi les mathématiques et la gestion, donc toute une culture de gestion que l'on retrouve aussi en Europe, et qui s'est exportée bien sûr aux États-Unis. Tout ça, ce sont des pays à calories alternées, à manque et abondance à la base, qui ont généré des peuples calculateurs et qui préméditent. Alors les Chinois gèrent extrêmement bien. Ils sont connus pour avoir justement cette capacité à gérer extraordinaire qui est donnée par le riz et la langue à idéogramme qui se joue, l'écriture à idéogramme. On ne va pas se tromper comme Idriss Aberkane s'est trompé là-dessus. L'écriture à idéogramme qui permet de se jouer des langues. Donc c'est une écriture qui permet à des individus d'aller dans des régions où on ne parle pas leur langue, et entre eux lettrés, de discuter entre eux sans avoir une barrière de la langue, ce qui permet d'unifier un territoire très vaste. Plus cette culture du riz qui a permis d'avoir une abondance énergétique pour les Chinois, qui leur a permis de monter en démographie d'une façon extrêmement d'une façon importante, bien plus importante que l'Europe, qui était basée sur le blé, puisque le riz produit beaucoup plus d'énergie, associé au blé aussi qui vient du nord de la Chine, et ça fait un apport énergétique énorme qui permet d'avoir beaucoup plus d'individus au kilomètre carré, ce qui fait que la Chine est extrêmement peuplée. On retrouve aussi ce système en Inde, sous l'Himalaya, avec tous ces ruissellements d'eau qui permet d'avoir énormément de culture et une abondance au printemps et à l'été, et ensuite suivi de périodes un peu plus froides, donc avec des agriculteurs et des gens qui calculent et qui gèrent. Voilà. Donc c'est très important de voir ça. Alors on voit que le fait de ne pas avoir testostérone et de ne pas avoir beaucoup de testostérone comme les Chinois, alors pourquoi ils n'en ont pas beaucoup? Parce que quand tu vis les uns, quand vous vivez les uns près des autres, dans c'est pas une surpopulation, mais c'est avec des gens qui vivent bien nourris, mais en quantité les uns sur les autres, quasiment, mais sans problème calorique, donc ils arrivent à vivre. On ne peut pas se permettre d'avoir des individus agressifs qui vont troubler l'ordre public. Donc ces individus vont être progressivement éliminés, et le type un peu agressif avec un taux de testostérone élevé voulant agresser tout le monde ou s'énervant en permanence va vite être éliminé de la société, ne va pas trouver de femme, ou éventuellement, s'il commet un crime ou un délit, va être éliminé, tout simplement emprisonné, ce qui ne lui permettra pas de se reproduire. Donc ça, c'est une base que l'on peut rencontrer. Donc on s'aperçoit que tous ces individus ont comme point commun un taux de testostérone assez bas, qui permet d'être assez brillant, même brillant en mathématiques. Alors pas pour tout le monde, bien sûr, faut une structure socio-culturelle qui va avec des universités et de l'enseignement, mais on voit que dans des peuples qui ont sélectionné des individus pour la gestion, comme les peuples à alternance de cycle, abondance, manque, que l'on peut rencontrer, quand des individus ont en plus un taux de testo relativement bas, ils vont réussir. C'est pour ça que le matheux à l'école, chez les Européens, il y en a un peu moins qui réussissent, comme on peut voir, et souvent, vous le connaissez, comment il est le matheux à l'école, le premier de la classe. Quand on dit qu'il a un look de premier de la classe, c'est qu'en général, il a les petites lunettes, ou il l'a pas, mais des fois, et il est plutôt maigre, il n'est pas costaud, et il va plutôt se réaliser dans les maths qui ont une grande valeur en Occident pour la gestion qu'elles permettaient de faire sur les
peuple. Donc le premier de la classe, hein, le matheux, en général, il n'est pas très baraqué et il réussit en maths parce qu'il est capable d'avoir cette concentration lui permettant de résoudre des problèmes. On le connaît souvent à l'école, le matheux, le premier de la classe en maths. Hein. Il est gentil souvent, mais c'est pas un gros balèze. Hein. Le gros balèze, il a un taux de testo élevé, il veut aller partout. Alors attention à ne pas confondre avec les ingénieurs qui sont encore une autre classe qui est formée par un peu leur biologie. Alors, il faut savoir que des études ont été faites sur les effets de la testostérone, on les connaît bien, hein. La testostérone permet d'avoir une meilleure perception spatiale, ce que ne vont pas forcément avoir les matheux. Hein. C'est pour ça que quand on passe au niveau des ingénieurs, les ingénieurs n'ont pas tout à fait le look des looks physiques même, hein, bien qu'on peut trouver des ingénieurs tour à chaud aussi, hein, mais n'ont pas tout à fait le look physique des matheux capables de résoudre des problèmes complexes en mathématiques. Alors c'est très important les mathématiques hein, pour comprendre comment fonctionne le monde, comment l'énergie se propage. C'est utilisé dans plein de domaines, comme les réseaux neuronaux. Alors c'est souvent une base énergétique, hein. Les maths, c'est une façon de mettre en code les relations énergétiques complètes du monde pour en faciliter l'enseignement pour les gens initiés. Mais bien sûr, la testostérone, elle, a une tendance à permettre une meilleure visualisation spatiale. Donc à ce moment-là, les ingénieurs vont avoir un autre aspect physique, bien sûr, souvent être un peu plus costaud, hein, puisque la testostérone permet de visualiser, on le sait sur les tests, en fonction des taux de visualiser les objets dans l'espace, les rotations d'objets dans l'espace. On vous montre un objet dans un espace assez complexe, on vous le montre dans une position différente, on vous en montre un autre avec une forme un peu différente. La testostérone permettra de repérer plus facilement le même objet dans une autre position dans l'espace. C'est toujours intéressant. Alors, la testostérone aussi donne beaucoup d'assurance, hein, vous permet de passer à l'action plus vite. Ils ont fait des essais, bien sûr, avec la testostérone. Hein. C'est pas fait que pour avoir des gros muscles et de se faire des injections massives pour à 500 mg de testo par semaine, garder sa forme de jeune et à plus de 50 ans, avoir une grosse masse de muscles ou être super fort. Moi, je ne prends pas de testostérone, ça ne m'intéresse pas. Je devais en avoir pas mal au départ, mais je ne veux pas parce que ça va m'enlever de ma sagesse et vous allez comprendre pourquoi, puisque la testostérone à forte dose, ou en tout cas à dose plus élevée que celle des mathématiciens, va donner à l'individu une assurance. Hein. Cette assurance qui va faire en sorte qu'il va passer plus facilement à l'action. Alors évidemment, les entrepreneurs sont souvent des gens qui ont un taux de testo plus ou moins élevé, pas tous, mais souvent. Hein. Donc ce qui leur permet de passer plus facilement à l'action. Mais le problème, c'est que les tests, ils ont fait des tests en faisant des massages avec la testostérone, en vérifiant. Le problème, c'est que le taux d'échec est plus élevé, hein, et la perception de la réalité est alternée et on ne voit pas les risques et les erreurs. Donc, en général, celui qui a un taux de testo plus élevé va plus facilement passer à l'action, mais a plus de chances de se planter. Mais globalement, comme la testo te fait passer à l'action, c'est globalement ceux qui passent à l'action qui réussissent, hein, puisqu'ils mettent dans l'échec, il y a tout le temps la probabilité de l'échec qui est dans leur façon de vivre. C'est pas grave, on peut se planter, mais on passe à l'action, même si on ne voit pas, on perd de la lucidité avec la testostérone. C'est connu, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus, c'est assez marrant, hein, c'est sympa. Bon, pareil pour les femmes, hein. On sait très bien que la perception spatiale, sur les tests avec les femmes, elles ont une moins bonne perception spatiale. C'est parce qu'elles restaient, souvent alors, les occidentales, souvent les femmes du Nord, hein, où elles restaient en général près du foyer avec les petits pour être près du feu, pour éviter les refroidissements de température qui facilitent le développement des virus et la prolifération
bactérienne en hiver. C'est surtout pour ça qu'on restait près du feu. En Afrique tropicale, par exemple, les femmes sortent avec leurs petits parce que le risque d'attraper une pneumonie pour les enfants est quasiment inexistant. On meurt d'autres choses là-bas. C'est pour ça d'ailleurs que sur les tests, alors c'est des tests interdits, mais Doreen Kimura les avait faits, c'était la première qu'il avait fait, elle avait été attaquée après par les féministes, c'était une femme, une Canadienne, et ces tests étaient formidables, c'est la première à avoir vraiment fait beaucoup de tests là-dessus, et Doreen Kimura avait testé par exemple les femmes, les afrodescendantes, alors, il y a beaucoup de métissage, les afrodescendantes, mais des africaines pures aussi, et les européennes, et c'était marrant, mais c'est intéressant à voir, observation, les Africaines ont un taux de testo souvent plus élevé que les Européennes et elles ont une perception spatiale, elles réussissent mieux aux tests de QI au niveau de la perception spatiale, des rotations d'objets dans l'espace, pour la reconnaissance d'objets qui ont tourné. Et ça fait partie des tests de QI. Le QI est multiple, bien sûr. Il y a le QI, non, il y a multiples tests dans le QI, mais c'est intéressant de voir ça. Donc on peut s'apercevoir que, bien sûr, il y a des looks de premier de la classe, il y a des looks de matheux. Le matheux a un look particulier, alors pas tous, on peut retrouver des matheux costauds, grands, avec même bagarreurs, ça peut arriver, parce que pour être, alors pas forcément pour être un champion dans des Olympiades de mathématiques, mais pour être un très très bon mathématicien, des fois, il faut un peu de liberté et il faut un peu ce grain de folie qui est des fois donné par un taux de testo plus normal et une certaine agressivité, une certaine capacité de remettre en cause les dogmes et ce qui est enseigné par les pairs. Donc, les mathématiciens qui font des découvertes n'ont pas forcément le look de matheux, mais globalement, les mathématiciens de haut niveau qui arrivent à performer quand on leur donne à résoudre des théorèmes et des calculs complexes sont souvent des gens qui ont à peu près le même look. Alors, il en faut bien sûr, mais il faut aussi des espèces de mix d'individus, peut-être capables de moins de concentration sur du long terme, mais capables de visualisation, c'est parce que ce n'est pas uniquement du calcul, on parle aussi de visualisation en mathématiques, puisque par exemple Turing, Turing c'est celui qui a résolu, je crois, le problème Enigma, vous savez, le code qui a réussi à décoder les codes allemands de la marine et de l'aviation allemande, et ce qui a permis d'avoir de l'avance sur les Allemands et de prévoir leurs bombardements et leurs attaques maritimes, parce qu'il y avait Turing qui avait justement cette capacité, qui était un grand mathématicien, mais qui avait aussi, comme il disait, j'ai une capacité de visualisation, il disait qu'il visualisait les choses, qu'il les percevait en forme, qui percevait les équations en forme, en espace, et il en faut, il n'aurait sûrement pas été premier dans une Olympiade de mathématiques, mais il était un grand mathématicien, il faut faire très attention. C'est des choses différentes, ces individus se complètent, ceux qui sont capables de calculer et de se concentrer très longtemps, et ceux qui sont capables de calculer et de se concentrer, peut-être un peu moins longtemps des fois. Je fais de la neuroscience, des fois ils sont capables par l'habitude de se concentrer longtemps, mais qui sont capables d'avoir ce côté rebelle, un peu différent, pour vouloir balancer les dogmes et essayer de chercher eux-mêmes en se libérant un peu de l'académisme, cette espèce de révolte interne qui est souvent d'origine hormonale, tout est chimique en nous. Donc voilà, c'est intéressant de comprendre ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'était pour expliquer, bien sûr, qu'il y a un look de mathématicien, et les capacités, des fois, des individus peuvent se lire sur leur physique. Pas toujours, bien sûr, le monde est multiple et les individus aussi, et qu'il y a toujours des variations assez étranges, mais globalement, on retrouve tout le temps le même type d'individu. Souvenez-vous du premier de la classe,
Et souvenez-vous du grand balèze qui, lui, n'était pas forcément bon en calcul et préférait vivre son corps dans la pratique sportive. Voilà, donc c'est toujours intéressant à comprendre ça. Oh, moi, je suis un mixte, hein, bien sûr, je suis un peu des deux. On trouve de tout sur Terre. Mais on trouve aussi des gens qui ont le physique de leur qualité ou de leur défaut. On en revient à cette histoire que je trouve très bien. Il a un corps de lâche, hein, c'est une expression populaire française, je crois, qui vient des quartiers, et qui n'est pas du tout stupide, puisque, en fin de compte, avoir un corps de lâche, ce n'est pas avoir un corps qui est formé par la lâcheté, hein, non, c'est pas du tout ça. C'est le fait d'avoir un corps pas très balèze, pas très musclé, t'empêche souvent d'être courageux, pas d'être courageux bêtement, hein, puisque tu ne pourras pas te défendre. Donc, comme tu ne peux pas t'imposer physiquement, tu es obligé, des fois, à cause de ton corps de lâche, de ne pas t'imposer par la force parce que tu ne l'as pas et tu es obligé, malgré toi, d'être ce qui est perçu par les autres, d'être lâche, alors qu'en vérité, c'est plutôt du bon sens et de l'intelligence parce que quand tu as un corps pas baraqué et que tu veux aller affronter des mecs baraqués et bas du front, tu vas te faire péter la gueule et la lâcheté est à ce moment-là perçue par les autres, bien sûr comme de la lâcheté, mais plutôt une forme d'intelligence de sauvegarde. C'est pour ça qu'on n'avait pas compris ce que j'avais dit quand j'avais dit que c'est pas moi qui l'avais dit, et Jeune avait traité un zététicien de corps de lâche, j'avais dit il a parfaitement raison, il a un corps de lâche, mais ce n'est pas un défaut, c'est qu'il n'a pas la possibilité d'être courageux et d'affronter les autres, puisque quand on est courageux, souvent, c'est qu'on peut l'être. Hein. Le courage, vous savez, comme on dit toujours, il est courageux car il a la possibilité de l'être, autrement, il n'aurait pas eu cette possibilité d'être courageux, il aurait été lâche comme tout le monde. Voilà, c'est le monde. Donc j'aime bien cette expression, avoir un corps de lâche, comme avoir un corps de matheux ou de premier de la classe. Et derrière, il y a une certaine réalité biologique et physique. Vous voyez que tout est lié. Bien sûr, c'est de la broscience, hein, mais si vous regardez un peu derrière, la broscience n'est pas totalement stupide et, puisqu'elle ne s'embarrasse pas de l'académisme, elle va des fois beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que l'académiste qui après structurera ce que des génies en broscience auront trouvé et ce qui sera derrière structuré et validé beaucoup plus lentement, mais ensuite par des gens qui suivent des carrières universitaires et académiques. Voilà, c'était Fred Delavier, je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Voilà, petite vidéo, c'était pour vous montrer les mathématiciens et leur look, et on peut s'apercevoir qu'ils ont le look, le physique qui correspond à leur qualité, et le manque de testostérone peut permettre de briller dans certains domaines. C'est pour ça qu'on retrouve dans certains domaines, comme les maths, des Asiatiques, des Indiens et des femmes, particulièrement sur ces olympiades de mathématiques qui voient des individus avec des physiques bien particuliers. Un peu comme on va retrouver au soulevé de terre des gens avec des physiques bien particuliers, au squat des gens avec des physiques bien particuliers, et au développé couché, des gens avec des physiques bien particuliers, comme on va voir qu'au sprint, on trouvera des individus avec des physiques bien particuliers. En mathématiques, souvent, on va trouver des individus avec des physiques bien particuliers, l'esprit étant lié au corps et formé par, bien sûr, le milieu socio-culturel, mais aussi nos sécrétions hormonales qui varient d'un individu à l'autre et qui sont souvent de cause génétique. C'était Fred Delavier, je vous aime et
Paix sur terre, mes frères.